Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines, la guerre en Ukraine fait rage et a déjà causé des milliers de victimes et des millions de déplacés et de réfugiés. Alors cette guerre, on entend parler dans tous les médias, on ne peut pas vraiment passer à côté. Néanmoins, il y a certaines choses qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu à propos de ce conflit. J'ai relevé justement trois de ces points que je voulais partager ici dans cette vidéo. Premièrement, on entend souvent que la Russie chercherait à faire imploser, chercherait à détruire un État-nation multiséculaire. C'est pas forcément vrai, puisque quand on regarde l'histoire, l'Ukraine n'est pas forcément un État-nation, c'est un État, mais fait de plusieurs nations. Et les frontières actuelles de l'Ukraine sont une construction assez récente. Pour le comprendre, il faut se pencher dans l'histoire. L'histoire de l'Ukraine commence en 880 avec la création du Russe de Kiev, de la principauté de Kiev, qui est pour les Russes et pour les Biélorusses là, je dirais le berceau des peuples slaves et de la Russie moderne. Ce Russe de Kiev va prospérer pendant environ 4 siècles, de 880 à 1240, jusqu'à ce que les invasions mongoles venues de l'Est le fassent imploser. Et il va s'en suivre une période où l'Ukraine va être partagée entre plusieurs puissances. Le territoire ukrainien actuel, du moins, va être partagé entre plusieurs puissances pendant 8 siècles et va être dominé par d'autres puissances. Donc pendant 8 siècles, la rive ouest de la Dniepr, qui est ce fleuve qui sépare l'Ukraine dans le sens nord-sud. Donc la rive ouest de la Dniepr va être contrôlée par la République des deux nations, qui est un État composé de la Lituanie et de la Pologne qui ont fusionné pour donner cette puissance politique. Et puis la rive est va être contrôlée, elle, par l'Empire russe. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1918 pour que l'Ukraine soit à nouveau une entité indépendante et unie avec la République populaire d'Ukraine, qui était un pays, une entité politique assez brève qui aura existé quasiment que 2 ans, puisque en 1920, la Russie, qui est devenue l'URSS, qui n'est plus un empire mais qui est l'URSS, va reconquérir l'Ukraine, et l'Ukraine va devenir une des républiques socialistes soviétiques qui sont membres de cet grand ensemble qui est l'URSS. C'est justement l'URSS qui va contribuer à modeler les frontières actuelles de la Russie actuelle, de l'Ukraine actuelle, excusez-moi. Et cela va se faire en 3 étapes. Déjà, dès les années 1920, lorsque l'Ukraine est intégrée dans l'URSS, l'Ukraine est un pays agricole et le grenier à blé de la Russie, mais n'a pas de charbon, n'a pas d'industrie. Moscou va vouloir doter cette grande république d'une capacité de production industrielle et va donc lui adjoindre, va donc lui donner, entre guillemets, le Donbass qui était alors une région russe depuis des années, depuis des siècles, et qui va maintenant faire partie de l'Ukraine pour pouvoir justement alimenter cette nouvelle république en charbon et en capacité de production industrielle. Ensuite, au moment de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'URSS fait partie des vainqueurs. L'URSS va donc gagner certains bouts de territoire qui appartenaient jusqu'à présent aux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que à l'ouest, à l'extrême ouest de l'Ukraine, certains territoires, certains bouts de territoire vont être conquis par l'URSS et vont être intégrés à l'Ukraine. Et enfin, dans les années 50, une autre partie de l'Ukraine est indexée à ce territoire. Il s'agit de la Crimée. La Crimée qui est un territoire russe, pareil, qui appartient à la Russie depuis des siècles et qui va être donné
à l'Ukraine et intégré à l'Ukraine par l'URSS par Khrouchtchev, qui était lui-même d'origine ukrainienne. Khrouchtchev, donc, qui était chef de l'URSS à l'époque en 1954 et d'origine ukrainienne. Et donc ces trois faits vont contribuer à façonner l'Ukraine actuelle, à lui donner les frontières que l'on lui connaît actuellement. Mais comme le montre cette histoire, l'Ukraine est un mixte entre des populations ukrainiennes qui parlent ukrainienne, qui sont un petit peu plus tournées vers l'Est historiquement, et puis des populations russes qui ont été intégrées à l'Ukraine, mais qui restent russophones et qui restent pour la plupart aussi citoyens russes. Donc c'est le cas des populations du Donbass et c'est le cas des populations de la Crimée. Un autre des points que l'on entend souvent à propos de cette guerre, c'est que Poutine aurait des visées impérialistes sur l'Ukraine et qu'il voudrait la conquérir pour l'adjoindre et pour l'intégrer dans une sorte de grande Russie. Là encore, c'est faux. Poutine n'a jamais dit qu'il voulait conquérir l'Ukraine, qu'il voulait que Kiev devienne une ville russe. Poutine a toujours justifié son intervention militaire comme une tentative de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que Poutine veut démilitariser l'Ukraine? Eh bien, tout simplement parce que à la chute de l'URSS et à la chute du bloc soviétique, donc le démantèlement du pacte de Varsovie dans les années 90, il y a eu une promesse informelle qui aurait été faite à Gorbatchev, donc le chef de l'URSS de l'époque. Au moment de la réunification allemande, l'OTAN et les États-Unis auraient promis à Gorbatchev que l'Allemagne de l'Est serait le dernier pays, en tout cas le pays le plus à l'Est à intégrer l'OTAN et que l'OTAN ne se développerait pas plus à l'Est que Berlin. Cette promesse n'a pas été respectée. La Russie ne cesse de le reprocher à l'OTAN. Les États-Unis disent que cette promesse, elle, n'a jamais été actée comme officielle, a toujours été officieuse, n'a jamais été écrite sur aucun traité. La Pologne a intégré l'OTAN, plein d'autres pays qui ont des frontières avec la Russie ont intégré l'OTAN et c'est justement ce qui agace et ce qui fait peur à la Russie qui est tout bonnement encerclée par les bases militaires de l'OTAN. Et surtout, la Russie est à portée de tir de missiles justement des missiles de l'OTAN. Et Poutine a déclaré il y a quelque temps que si jamais il voyait de l'activité sur ses bases militaires et notamment sur les pas de tir des missiles, eh ben il allait pas prendre le risque d'attendre que ces missiles arrivent chez lui et explosent chez lui pour voir si ces missiles étaient chargés de bombes conventionnelles ou de bombes nucléaires, qu'il allait devoir riposter et dans le doute, la meilleure riposte est toujours la plus forte, c'est-à-dire qu'il allait devoir activer l'arme nucléaire si jamais ces missiles de l'OTAN commençaient un petit peu à bouger. Donc voilà, c'est une déclaration qui a été reprise dans la presse, qui a été un petit peu tronquée, puisque on a accusé Poutine de vouloir déclencher l'arme nucléaire. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit, parce qu'il a bien prononcé le mot déclencher l'arme nucléaire, mais le début de sa phrase était important. Il a dit qu'il allait être obligé de déclencher l'arme nucléaire si jamais l'OTAN faisait trop de manœuvres militaires à ses frontières et notamment sur les bases militaires qui possèdent des missiles qui peuvent atteindre la Russie. En fait, concrètement, ce que Poutine veut, et ce que Poutine souhaite, et ce qu'il n'a toujours cessé de demander, c'est une bande neutre dont ferait partie l'Ukraine, qui serait démilitarisée,
et c'est-à-dire qui n'accueillerait aucune base militaire, aucun missile russe et de l'OTAN. Vraiment quelque chose de neutre et qui assurerait justement la paix entre les deux blocs. Ça, c'est l'objectif de Poutine. Poutine a aussi dit qu'il voulait dénazifier l'Ukraine. Alors, dénazifier l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là encore, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire de l'Ukraine. Vous avez sans doute vu dans la presse ces drapeaux qui sont arborés par des milices paramilitaires qui combattent aux côtés du gouvernement ukrainien, donc qui combattent l'armée de Poutine, des drapeaux ukrainiens avec la croix gammée. En fait, tout ça, c'est lié à l'histoire de l'Ukraine des années 30 et des années 40. Dans les années 30, lorsque l'Ukraine a été intégrée à l'URSS, l'Ukraine voulait être indépendante. Beaucoup d'Ukrainiens ne voulaient pas spécialement intégrer l'URSS et des luttes indépendantistes et nationalistes ont éclaté. Des révoltes ont éclaté dans tout le pays. Et Staline, à l'époque, a créé une famine pour un petit peu faire taire cette révolte. C'est ce qu'on appelle l'Holodomor, qui est considéré par certains historiens par un génocide qui aurait causé 5 à 6 millions de morts. Donc voilà, l'Holodomor, c'est autant de morts, à peu près autant de victimes que la Shoah. Donc ce n'est pas rien sur un seul territoire, sur un seul pays, c'est-à-dire l'Ukraine. Et cet Holodomor, ce génocide ukrainien, du point de vue des Ukrainiens, a un petit peu attisé cette volonté d'indépendance, ces velléités nationalistes, qui ont atteint leur paroxysme dans les années 40, lorsque, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les deux blocs, donc le bloc nazi et le bloc communiste, vont s'affronter en Europe. L'Ukraine va être un de ces terrains d'affrontement. Une partie de l'Ukraine va être envahie par les nazis et on a certains leaders nationalistes ukrainiens comme Stepan Bandera, qui est l'une des figures les plus emblématiques de cette lutte indépendantiste, qui en fait va collaborer avec les nazis, mais va collaborer avec les nazis, alors parce qu'ils partageaient un petit peu l'idéologie, là on va pas se mentir, mais c'est aussi par pragmatisme, parce que les nazis étaient à l'époque la force la plus à même de libérer le pays du joug soviétique. Et pour ces Ukrainiens-là, c'était vraiment ce qui était le plus important. Alors, voilà, c'est ça, les néo-nazis d'aujourd'hui sont ce qu'on appelle des bandéristes, c'est-à-dire des gens qui se disent les héritiers de Stéphane Bandera. Donc voilà, il y a le néonazisme de ukrainien est un néonazisme quand même assez soft, même si il existe, même s'il y en a certains qui partagent ce que l'idéologie nazie comportait de plus sombre. Néanmoins, tous ne sont pas de dangereux antisémites, et la preuve, c'est que et ben justement, ces milices néo-nazis en fait aident et collaborent avec le gouvernement ukrainien, et le président ukrainien est un juif. Zelensky, le président ukrainien, est juif. Et ce qui ne dérange pas spécialement les néo-nazis de collaborer, de défendre un juif. En fait, pour eux, l'ennemi c'est Poutine, l'ennemi c'est le russe. C'est pas forcément le juif. Et l'ennemi, c'est aussi les peuples du Donbass qui sont. Alors ça, je vais y revenir dans le troisième point. Mais c'est tout ce qui est russe, c'est tout ce qui est russophone. C'est les minorités russophones de l'Ukraine, et c'est justement cette tendance à vouloir stigmatiser les Russes, à vouloir stigmatiser les minorités russophones d'Ukraine, que Poutine aussi veut combattre. Poutine intervient pour ça, et c'est ce qu'il entend par dénazifier l'Ukraine.
troisième point que je voulais mettre en avant, c'est que on entend souvent que Poutine est l'agresseur, Poutine est diabolisé, Poutine est vu comme un fou qui agresse l'Ukraine. Alors oui, on peut pas forcément dire le contraire. Poutine est forcément l'agresseur dans le sens où il intervient militairement dans un pays étranger. Donc il n'y a pas forcément d'autres termes pour le qualifier. Mais il n'est pas le seul agresseur. Il faut remettre les choses en perspective. En fait, si Poutine intervient juridiquement, il fait ça au nom d'une résolution de l'ONU, puisque il intervient en fait pour les mêmes raisons. Il a invoqué pour intervenir les mêmes raisons que par exemple Sarkozy avait invoqué pour intervenir en Libye. Donc si Poutine est l'agresseur, alors pourquoi pas, mais on devrait considérer François Hollande comme l'agresseur au Mali, on devrait considérer Sarkozy comme l'agresseur en Libye, on devrait considérer les États-Unis comme l'agresseur en Irak. Donc voilà ce qui est le cas pour tous ces gens-là, mais ne surdiabolisons pas Poutine non plus et regardons-nous en face aussi. Il faut savoir que depuis 2014, Kiev bombarde son propre peuple, comme je le disais tout à l'heure, et bombarde les régions du Donbass, qui se sont construites en républiques, en deux États, les républiques de Lugansk et de Donetsk, qui sont présentées dans la presse comme des républiques séparatistes, comme des États séparatistes. Là encore, ce n'est pas forcément vrai, puisque eux, ce qu'ils veulent en fait depuis le début, enfin du moins à leur création, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas faire sécession avec l'Ukraine, ce n'était pas être attaché à la Russie comme l'ont demandé les habitants de la Crimée. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était une autonomie, c'est-à-dire que l'Ukraine devienne un État fédéral dans lequel ces deux républiques soient des républiques constitutives de cette Ukraine et qu'on leur reconnaisse notamment le droit de parler russe, chose qu'on leur reconnaissait jusqu'en 2012. En 2012, une nouvelle loi est passée en Ukraine interdisant justement l'enseignement en russe. Et c'est un petit peu de là où les velléités autonomistes ont commencé dans le Donbass. D'ailleurs, les accords de Minsk qui ont été, il y a deux accords qui ont été faits pour essayer de mettre fin au conflit, donc les accords de Minsk 1 et les accords de Minsk 2. Ces accords-là, justement, prévoyaient une fédéralisation de l'Ukraine avec des républiques autonomistes au sein de l'Ukraine qui soient vues vraiment comme des minorités linguistiques russes. Et ces accords n'ont jamais été respectés n'ont jamais été respectés par Kiev, n'ont jamais été respectés par le gouvernement ukrainien. Et du coup, depuis 2014, les républiques de Lugansk et de Donetsk demandent l'aide de la Russie. Depuis 2014, Poutine a tout fait pour opter pour la voie diplomatique, avec les accords de Minsk 1, avec les accords de Minsk 2. Et en fait, depuis le mois de février, sans doute parce qu'il a vu que la voie diplomatique n'avait pas d'issue, il a opté pour la voie militaire. Il a commencé par reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk comme des États, comme des États indépendants, chose qu'il ne voulait pas faire jusqu'à présent. Et maintenant que ces États étaient reconnus à ses yeux, il a pu invoquer un article de l'ONU en disant je viens en aide militairement à ces deux pays.
Donc voilà. Juridiquement, ce que fait Poutine est quelque chose d'assez encadré, qui a été utilisé par plein d'autres pays, dont nous en tant que Français. C'est toujours important de se le rappeler. Et ce n'est pas une agression folle et une invasion militaire totalement folle comme on nous l'a présenté, où on faisait la comparaison, par exemple, avec les invasions du Troisième Reich en 1939. Voilà, Poutine, c'est pas Hitler. Là, Poutine, il n'envahit pas l'Ukraine parce qu'il veut que l'Ukraine devienne un bastion russe. Non, non, ce n'est pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Il s'agit d'un jeu politique. Alors, bien sûr, on va pas se mentir, Poutine instrumentalise aussi cette intervention militaire pour montrer un petit peu la puissance de son régime, pour montrer la puissance de la Russie à l'intérieur de ses frontières. Il a des enjeux électoraux qui arrivent et il compte forcément un petit peu sur cette démonstration de puissance pour que les Russes lui rendent l'appareil et votent pour lui. Donc voilà, l'agenda électoral est aussi là. Il faut jamais l'oublier. Toute intervention militaire, toute intervention diplomatique est avant tout une intervention politique qui a des enjeux électoraux. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez que vous avez appris quelque chose. En tout cas, c'était mon but de ressortir quelques points, pas forcément toujours mis de l'avant dans les médias. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée. Merci, au revoir.